بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un très très grand nom de la science arabo-musulmane. Il s'agit vraiment d'une immense personnalité qui, des siècles après sa mort, continue de faire parler d'elle, et on s'intéresse encore à cette figure éminente de la raison arabo-musulmane. Alors il s'agit de qui? De l'illustre Ibn Sina, que les Occidentaux appellent Avicenne. Et pour bien mesurer à quel genre de personnage on a affaire, je vais vous citer ce qu'en dit un académicien, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du petit-fils de Louis Pasteur, Louis Pasteur Valéry Rado, qui est mort en 1970. Voilà ce qu'il écrit au sujet d'Avicenne. Je le cite: « Le monde connut-il homme plus extraordinaire? Il fut un génie universel, embrassant toutes les connaissances humaines. Il excella aussi bien en sciences qu'en philosophie, en littérature, en art oratoire et en politique. » Fin de citation. Donc ce n'est pas nous qui décorons Ibn Sina de ses titres flatteurs, c'est bien un médecin, puisque Louis Pasteur Valéry Rado était médecin, qui le dit, donc il sait de quoi il parle, et dans cette citation, effectivement, Louis Pasteur Valéry Rado marque bien l'importance d'Ibn Sina, d'Avicenne, puisqu'il dit que c'est un très grand savant, mais en même temps un homme d'État. Ce sont les titres principaux d'Ibn Sina. Alors Ibn Sina, c'est le surdoué de la civilisation musulmane. Bien que, à vrai dire, l'histoire de l'islam regorge de savants en tout domaine, et bien qu'il s'agisse des sciences religieuses ou des sciences profanes, nous avons un nombre considérable de savants qui se sont illustrés à un titre ou à un autre dans leur science. Et il faut entendre science au sens un peu plus large que nous l'entendons aujourd'hui en Occident, et que celui que lui attribue d'ailleurs le positivisme et le scientisme ambiant, qui semble attendre des progrès des sciences, la résolution de tous les problèmes humains, notamment les problèmes métaphysiques et philosophiques, auquel cas le positivisme moderne peut toujours attendre. Alors aujourd'hui, nous parlons d'Ibn Sina, auquel une biographie a été consacrée récemment. Voilà, Avicenne ou l'Islam des Lumières, paru chez Flammarion. C'est la première biographie complète d'Ibn Sina qui non seulement restitue le monde dans lequel Ibn Sina a vécu, mais est aussi une initiation claire pédagogiquement élaborée à sa pensée. Et pour l'instant, c'est la seule biographie qui existe en langue européenne, en l'espèce, en langue française, même en anglais, il n'y a pas de biographie complète d'Ibn Sina. Alors, qui est cet homme immense, à la culture immense, au génie universel, aux aptitudes brillantes? Eh bien, on le surnomme en arabe Cheikh al-Raïs, le maître émérite. Et en effet, c'est l'un des savants les plus exceptionnels qui est paru en terre d'islam, et c'est l'une des plus belles intelligences de l'Orient, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on compte beaucoup. Alors, il a été philosophe, médecin éminent, poète, musicien, psychologue, homme d'État, et cet homme fut soit par des gens qui lui enviaient ses qualités, ses prédispositions, son génie, il a été évidemment persécuté, soit par des théologiens bornés, soit par des politiques. Alors il a mené une vie errante,
et son existence terrestre nous donne une image du philosophe qui n'est pas du tout celle du philosophe universitaire, qui est souvent retiré dans une tour d'ivoire ou dans une salle de classe et qui philosophe allègrement. En France, par exemple, le philosophe est d'abord un professeur, souvent, la plupart du temps, un fonctionnaire de l'État, hein. Donc c'est quelqu'un qui suit un programme. C'est pas quelqu'un qui philosophe librement. Il suit un programme. Il est soumis à des circulaires en échange, naturellement, d'un salaire pas toujours si confortable que ça. Il est la plupart du temps agrégé, donc il est dans le grex, c'est-à-dire dans le troupeau, hein. Il répand la philosophie universitaire dont autrefois François Châtelet a dit, a fait la critique sous le titre La philosophie des professeurs. Et Jean-François Revel aussi dans Pourquoi des philosophes, qui a été beaucoup plus sévère que François Châtelet. Lorsqu'on se penche sur la vie et la personnalité d'Avicenne, c'est une autre idée de la pratique de la philosophie que l'on a. C'est pas du tout, Ibn Sina n'a pas du tout été un professeur, c'est un philosophe de plein droit, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui pense librement, hein, pense de manière autonome, c'est quelqu'un qui pense de manière critique, c'est quelqu'un qui n'est pas soumis à un ordre politique. Et donc voilà cette image du philosophe dont la philosophie n'est pas enfermée dans les livres, c'est pas un savoir exténué, n'est-ce pas? Eh bien, et c'est de plus un philosophe qui est doublé d'un médecin qui n'est pas un philosophe en chambre, et c'est un penseur de tout premier ordre qui est engagé dans son siècle et qui incarne d'une manière son époque, un esprit libre, et il en a payé le prix fort. Alors le portrait que cette biographie trace de ce savant éminent, de cet esprit très supérieur, qui passait au crible du jugement rationnel tout ce qui s'offrait à lui comme objet d'étude, voilà un homme qui a construit un système complet à la redoutable cohérence d'une logique parfaite, et ce n'est pas tout, ce fut également un immense médecin, et d'ailleurs sa renommée en Europe en tant que médecin surpasse quelque peu sa gloire de philosophe, et il fut aussi, dans la plus belle tradition philosophique, un homme d'État. Donc cet homme, ce génie, est né en l'an 370 de la Hijra, de l'Hégire en Asie centrale, dans l'actuel Ouzbékistan, dans une petite localité qui s'appelle Afshana, qui se trouve non loin de Bukhara, d'un père afghan et d'une mère ouzbèque. Et à cette époque, l'Asie centrale faisait partie, n'est-ce pas, de l'empire abbasside, un empire qui s'étendait de l'Afghanistan à l'Andalousie musulmane. Et cet empire, pourtant, dès cette époque, avait perdu cette unité qui faisait sa force. Des aventuriers, des roitelets avaient établi des principautés plus ou moins autonomes, puis s'étaient enhardis à réclamer une sorte d'indépendance, tout en se disant les vassaux nominaux, n'est-ce pas, du califat de Bagdad. Et curieusement, je dois signaler quand même que Ibn Sina, Avicenne, n'a jamais fait le voyage à Bagdad, dans la capitale de tous les savoirs, puisque c'était là que se réunissaient, n'est-ce pas, tous ceux qui voulaient perfectionner leur savoir. Razali, par exemple, ira à Bagdad, il y enseignera, hein. Razali qui est né non loin d'Ibn Sina, à toute proportion gardée, eh bien, ira lui à Bagdad. Alors que Ibn Sina n'ira jamais à Bagdad, toute sa vie se passe dans la Perse,
alors que la ville de Bagdad exerçait une sérieuse fascination. Et ce qu'en dit, par exemple, Ibn Battuta, l'homme aux sandales de vent de l'islam, la ville de Bagdad, ou ville du paradis, capitale de l'islam, elle occupe un noble rang et son mérite est éminent. Elle est la résidence des califes et le séjour des savants. Donc, Ibn Sina n'ira pas à Bagdad, mais ça ne l'empêche pas d'avoir produit l'une des plus grandes œuvres philosophiques et médicales. Alors, la grande œuvre philosophique, c'est le Kitab al-Shifa, le livre de la guérison, et la grande œuvre médicale, c'est Al-Qanoun, le canon de la médecine, qui aura un immense retentissement en Occident, mais de tout cela, je parlerai bien sûr dans la prochaine émission de manière plus étendue. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.